Avec mon invité du jour, nous allons découvrir le théâtre en version internationale. Comédienne et metteuse en scène, formée du Mexique à la France en passant par l'Argentine et l'Espagne, elle a joué dans plus de 20 productions et dirige le Latino America Théâtre. En prime, elle a fondé le Festival de théâtre espagnol de Paris, histoire de prouver que le théâtre, c'est son sport de haut niveau. Bienvenida a mi podcast, Grecia Trujillo Pineda. Oh. Gracias. Merci beaucoup, Cédric. C'est une belle introduction. Merci à toi. Je suis ravie d'être avec toi ce soir. Mais oui, c'est très très agréable. On teste pour la première fois, du coup, à ta demande, une version filmée. Donc voilà, ça va être agréable aussi, pourquoi pas, où tu te proposes du coup de faire un super montage. Donc j'ai hâte aussi de voir cette version inédite du podcast. Ce sera une première. En tout cas, je suis très content que tu m'aies poussé à le faire, parce que du coup, ça va me permettre aussi de développer le podcast. Et peut-être que grâce à toi, du coup, on aura, je sais pas, on va, on va devoir développer le podcast encore plus et plus vite que ce que prévu, et c'est très bien. Déjà, merci beaucoup d'être là. Ça me fait très plaisir de te recevoir. On ne se connaît pas, mais on peut dire qu'on a un ami en commun. Oui, voilà. Exactement. Voilà. Qui m'a gentiment parlé de toi et de ton parcours atypique. Et pour mon amour personnel envers la communauté latine, je me suis dit qu'il fallait absolument que je te rencontre et que je discute avec toi justement des différences entre la culture latino-américaine et la culture française au niveau du théâtre. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est ultra important. Et j'ai envie, et j'ai besoin d'entendre ton avis sur le sujet. Et j'ai hâte que tu me racontes un peu justement tout ça. Donc merci encore d'être là. Merci à toi aussi. Et, et donc du coup, nous sommes à ce septième déjà 7 épisodes des théâtreux. Nous allons explorer une autre facette du coup du théâtre, ce sont les cours de théâtre, puisque, on le rappelle pour ceux qui ne savent pas encore, tu es donc prof de théâtre, hein, également, en plus d'être comédienne et metteuse en scène. Voilà. Avant de démarrer, donc du coup, on pose les décors, hein, on est au théâtre, donc voilà, donc on est tranquillement dans mon studio d'enregistrement, à la maison, un petit verre de vin tranquille à la main, pour se détendre, pour être bien, voilà, comme à la maison. Et puis bah voilà, les gens ont l'habitude maintenant, ce podcast il se veut sans interruption, donc bah voilà, on va discuter tranquille. S'il y a du bruit, bah c'est pas grave, hein, on est dans le théâtre, c'est vivant, donc on fait avec, et puis voilà. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Tu es prête, elle va super. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter quelle est ta formation pour devenir du coup comédienne et maintenant metteuse en scène et, voilà, et tout le reste après. Dis-moi tout. Par quoi tu as commencé en tant qu'étude peut-être ou formation? Ok, c'est une longue histoire d'amour en fait. Intéressant. Mais ça a commencé parce que quand j'étais petite, j'avais pas beaucoup d'amis. J'étais la fille qui était hyper rangée, hyper bonne à l'école. J'avais pas d'amis parce que je voulais pas que les autres me parlent parce que ça allait me déranger. Les profs allaient me gronder si je parlais avec les autres. Ah ouais. Du coup, j'avais vraiment pas d'amis. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait la proposition à ma mère de pourquoi tu l'inscris pas à un cours de théâtre pour qu'elle devienne plus à l'aise. Pour vaincre une timidité, tu veux dire? Exactement. Exactement. À la base, j'étais super une fille d'un monde intérieur très riche, mais je ne m'expressais pas forcément envers les autres. Je n'allais pas chercher à faire des amis. Et voilà, et c'était ça. Et oui, alors depuis l'âge de 10 ans, ma mère m'a inscrit dans des cours de théâtre. Et après, j'ai continué ça tout le temps parce que ça m'a plu énormément. Ça a changé beaucoup de l'ambiance école où on te dit tout le temps, il faut que tu sois assise, que tu fermes ta gueule et que tu ne dis pas un mot jusqu'au cours finisse. Et les théâtres, c'était tous les contraires. Ouais, tu pouvais t'exprimer, quoi. Oui, c'était amuse-toi, prendre des
déguisements, prendre des objets, imaginer des choses, comment tu peux interactuer avec les gens. Ça m'a explosé la tête, c'était un monde complètement différent. J'ai même essayé de rigoler avec les autres. Et on apprenait des textes. Il me disait, mais les textes de théâtre, c'est génial parce que, en fait, c'est plus intéressant que les conversations communes que les gens ils ont. J'ai trouvé que quand tu répétais un texte, ça avait du sens, ça avait une logique, c'était plus intéressant. Du coup, j'ai tombé complètement amoureuse de ça, de les partager avec les autres. Donc dès l'âge de 10 ans déjà. Dès l'âge de 10 ans, et j'ai continué chaque année. À chaque cours de théâtre que j'ai trouvé, je m'inscrivais. D'accord. Et on faisait des pièces pour Noël, tu vois. Un peu, comment on dit, les lutins farceurs qu'ils appellent ici. Oui, ok. Qui font des bêtises à droite à gauche. Ah oui, les lutins farceurs, oui, je vois. Je me rappelle, un de mes premiers personnages, j'étais quelque chose comme ça, on faisait une pièce de théâtre. Voilà. Super. Oui. Et oui, c'était mon moment préféré. Je me rappelle quand j'avais à peu près 15-18 ans, j'ai pris un cours de théâtre les lundis. Et tout le monde, on a l'habitude de détester les lundis. Oui. Parce qu'il est... Mais moi, j'ai adoré les lundis parce que c'est les jours où j'ai fait mon cours de théâtre. Ah, génial. Trop bien. Voilà. Après, ma famille, il y en a plein d'avocats. Du coup, on me disait de faire des études de droit. Mais moi, dans les contextes mexicains, ça ne me laissait pas trop. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des profs qui m'ont dit, en vrai, au Mexique, c'est pas très important si tu es un bon avocat ou pas. Ce qui importe, c'est si tu as de l'argent. En fait, la justice, c'est un peu en question si tu peux la payer. Et du coup, j'étais dégoûtée de voir ce côté des avocats, de la loi, que c'était la corruption. Ça m'a pas plu. J'ai dit, peut-être je ferais mieux de ma vie de faire d'autres choses. Et c'est là que j'ai dit, pourquoi pas de théâtre? Et j'ai cherché sur Internet où faire des études dans le théâtre. Et aux surprises, dans ma ville, il y avait une école de théâtre. Il faut mentionner qu'il vient de Morelia. D'accord. C'est pour moi une petite ville. D'accord. De 1 million d'habitants. Ah, ok. C'est pas mal déjà. En France, c'est une grande ville. Au Mexique, c'est une petite ville. D'accord. Et oui, c'était une surprise incroyable de trouver une licence en théâtre à Morelia. Et j'ai regardé les matières. Oui, c'est dit comme ça. Les matières. Les matières. Et il me dit, waouh, mais la première année. Actuation, on dit actuation. Danse. Direction de scène. Des arts martiaux. Des trucs genre incroyables. C'est génial. De la philosophie de théâtre, l'histoire de théâtre. Ça m'a paru génial. Trop bien. Évidemment, ma famille n'était pas d'accord au début. Ils m'ont dit, mais non, ça c'est un hobby. C'est un hobby. Tu peux le faire le week-end, mais bon, c'est pas un vrai métier, Grecian. Tu ferais mieux de faire de la psychologie, de droit. Et je m'ai battue pour mon choix. Ah, donc tu as continué. T'as pas. Il y a pour la connaître un tout petit peu, la pression familiale, on va dire, dans la culture latino-américaine, pour faire des grandes études, elle est quand même assez importante. Donc elle est assez omniprésente, la pression socioculturelle, sur le fait qu'il faut avoir un métier sérieux, important, etc. Et du coup, tu t'es quand même battu, tu as réussi à continuer tes études de théâtre malgré tout ça. Oui. C'est génial. Oui, c'est vrai que oui, il a. Bon, je pense qu'un coup comme partout, il a l'impression que seulement les droits à la médecine et d'autres trucs, c'est vraiment des choses importantes. Et oui, et surtout que je pense, à mon avis, dans ma ville ou dans le Mexique que je connais, et c'est pas très connu faire des études en théâtre. C'est très rare les gens qui font.
D'ailleurs, dans ma classe, à la fin, on a fini que 4. Ah ouais. Que 4 filles, oui, qui ont fini la licence. Du coup, c'est pas très nombreux, c'est pas très un métier qui les gens s'intéressent, qui a du respect, de la reconnaissance. C'est pas dans la culture du pays, quoi. C'est ça qu'on est en train de dire. Moi, pas dans les petites villes. Peut-être dans la capitale au Mexique, ça peut être plus reconnu, mais comme je viens d'une ville qui n'est pas la capitale, oui, tout le monde me demandait, mais tu vas faire quoi? Mais quoi? Mais ça, c'est quoi? Ils se rendaient pas compte que c'est un métier, quoi. Que c'est un métier, ou que ça peut s'étudier comme une licence. Bah oui, même. Bien sûr. Les gens étaient surpris de l'apprendre quand j'étais au lycée. Oui, contrairement en France, voilà, évidemment, il y a des licences de théâtre, évidemment, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a pas cette obligation de faire des licences pour faire du théâtre. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller s'inscrire à des cours de théâtre et puis après de faire du coup ces années de théâtre, 3, 4 ans, etc. C'est là la différence en fait entre l'Amérique latine et parce que du coup, tu vas pouvoir expliquer après ton processus de formation, mais du coup, tu t'es pas arrêté qu'au Mexique au final. Quand tu t'as fait combien d'années de théâtre au Mexique? À Morelia, à ma vie, la licence, il fallait faire 4 ans. Je n'ai fait 3 au Mexique. Et après, je postulais pour faire un échange en Argentine. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris de différent par rapport au Mexique? Est-ce que tu as trouvé une différence entre les méthodes mexicaines et les méthodes d'Argentine? Ok. Il fallait dire que pendant mes études à Morelia, je sentais qu'il n'y avait pas une offre culturelle de théâtre assez importante. Je me rendais compte qu'un week-end, je pouvais aller voir une pièce de théâtre et la même pièce, elle restait pendant 2-3 mois. Alors que moi, j'avais envie de voir plus de pièces. Bah oui, bien sûr. Ça m'a fait... du coup, j'ai parti dans des festivals de théâtre qui réunissaient les théâtres de toute la République mexicaine. Wow. Ça m'a fait découvrir un peu tous les théâtres qui s'est fait au nord, qui parlent beaucoup de la migration vers les États-Unis, et les théâtres du sud, qui parlent beaucoup de la communauté indigène, les Mayas, et les théâtres du centre, de nous, qui en parlent beaucoup de la ville, de la citoyenneté, on peut dire. Citoyenneté, de la vie citoyenne, ou de la violence, des gens disparus, bon, tous ces malheurs qui arrivent au Mexique. Et depuis 2-3 ans, je sentais que j'avais déjà vu tous les panoramas au Mexique. Du coup, je me dis, mais il y a d'autres pays où il se passe d'autres choses. Bien sûr. Et pourquoi l'Argentine, du coup? On va tout savoir. Ok, parce qu'en fait, le Mexique, on a cette tradition de toujours voir vers les États-Unis. Tout le monde te dit, si tu veux avoir un futur, va aux États-Unis, apprends l'anglais. L'anglais, elle était ma matière. J'ai détesté, je ne comprenais pas pourquoi à quoi ça servait l'anglais, tu n'avais personne pour parler anglais. Oui, bien sûr. N'importe quoi. Et oui, ça venait un peu de rejet des États-Unis. Je me suis dit pourquoi je suis mauvais en anglais, les Américains ils ne s'aiment pas, ils nous rejettent. Bah bien. Mais tu t'es renseigné sur une école en Argentine ou t'es tombé dessus par hasard? Pourquoi l'Argentine en fait? Parce que bon, les États-Unis, non, je voilà, peux c'était comprendre ça. complètement. Bon, complètement. Mais pourquoi du coup l'Argentine? Il y a plein d'autres pays en Amérique latine. Ok. C'est venu en fait parce que j'ai connu un pote qui avait fait un échange en Argentine, pareil. Il m'a parlé des merveilles de cette université. Ah, super. Mais après, j'ai découvert que l'Argentine, c'est les pays de l'Amérique latine qui produisent le plus de théâtre. Ah ouais? Tous les autres pays ne sont pas autant avides dans leur exploration théâtrale. Ah ouais. Donc toi qui est passé dans une ville d'1 million d'habitants avec
une culture théâtrale assez pauvre, entre guillemets, où, voilà, où c'est toujours les mêmes pièces qui sont jouées pendant des mois, etc., machin, où il y a un manque de diversité. Là, tu te retrouvais dans un pays qui, justement, nourrit tout ça et où tu as beaucoup plus de choix, beaucoup plus de diversité. Ah, mais c'est génial. Ouais. Et du coup, t'as été dans quelle université? C'était quoi euh, tout le parcours? C'est quoi le nom du diplôme, etc. Dis-nous tout ça. Ok, oh oui, c'est vrai que ça a marqué une différence énorme. Il sentait qu'à Morelia, dans mon université, il était une des meilleures. Ouais, génial, trop bien. Voilà, j'étais assez, on va dire, facile, entre guillemets, pour moi, d'avoir, au Mexique, on fait 10 sur 10. D'avoir 10 sur 10, ouais. ça allait. Ouais. Mais quand j'arrivais en Argentine, bah, c'est une galaxie que ça a ouvert devant moi. Ah ouais. Et il y avait 2-3 référents que j'en avais déjà, des gens qui font des théâtres très différents à ce qui se fait au Mexique. Mais les profs, c'était des gens reconnus dans le monde, par exemple. C'était voir ça. Ouais. C'était que comment on dit, mes collègues, quand tu es au théâtre, mais les autres étudiants, oui, oui, les autres étudiants. les autres étudiants qui étaient avec moi, bah, c'était des gens hyper talentueux. Qui avaient déjà fait des films, ou qui avaient leur théâtre, ou qui étaient dans plein de représentations. J'étais très active. Et très active dans des projets, les conversations dans les couloirs, ils tournaient tout le temps en train de créer des choses. Oui, on parlait de faire différents métiers, la lumière, la direction. Et les cours, c'était... Il y avait une diversité énorme. Tu pouvais prendre de la dramaturgie, de la philosophie, de l'histoire, très développé, quoi. Devant la caméra. Mais j'étais super, super impressionnée. C'est quoi le nom de l'université? C'est la UNA, Université nationale des arts de Buenos Aires. C'est pour moi la meilleure de l'Argentine. Et il y a plein de gens qui le disent. Et d'ailleurs, maintenant, les gens, il y a des gens qui j'ai rencontré à Paris, qui viennent de l'Argentine, qui me disent, mais waouh, mais t'as étudié à la UNA. C'est hyper reconnu, quoi. Ouais, j'ai des gens maintenant qui me reconnaissent grâce à ça. Génial. Oui, c'était vraiment... ça m'a mis un rythme... on va dire, une cadence forcée, il faut que tu t'y mettes, il ne faut pas te reposer sur tes lauriers. Bien sûr. Puis une certaine pression aussi, parce que du coup... mais une bonne pression. Voilà, bah oui, c'est ça. Oui, il y a la bonne pression. Ça, Oui, génial, mais tu ne peux pas faire que les études, tu peux aussi faire des projets, tu peux aussi rencontrer le monde, aller voir du théâtre. Ouais. Trop bien. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené en France, du coup? Parce qu'après, tu as continué en France. Bon, là... ouais, justement, maintenant, avec la compagnie de théâtre que je dirige en ce moment, la compagnie professionnelle, on fait une pièce de théâtre à propos de les motifs qui nous sont amenés à Paris. Et je parle plus largement de ça, mais pour être bref, c'était une histoire d'amour. Voilà. Avec un Français, du coup. Exactement. Ah, trop bien. Qui perdure, du coup, toujours? T'es pas obligé de répondre. C'est ma curiosité personnelle, mais t'es pas obligé de répondre. Non, en fait, on a resté 6 ans ensemble. D'accord. Et maintenant, ça s'est arrêté il y a 1 an. Mais je suis tombée amoureuse de Paris et j'ai resté. D'accord. Ok, très bien. Super. Mais bon, du coup, c'était ça, oui. Quand j'ai fini mes études de théâtre à Buenos Aires, je rencontre ce Français qui me dit, mais Paris, c'est tellement mieux que Buenos Aires. Fais sembler parisien, tout ça. Est-ce que du coup, alors, au final, tu as fait que du théâtre dans ta vie? Ou est-ce que tu as fait d'autres travails, d'autres métiers? Non. Tu as fait que du théâtre. Que du théâtre. Est-ce qu'on peut dire ton âge ou c'est secret?
Oui, les comédiens, on n'a pas d'âge. Éternellement jeune. On a tous les âges possibles. Il peut avoir 5 ans, 60 ans, si tu veux. En fait, il est 29 ans. T'as 29 ans, d'accord. Et t'as commencé à 10 ans, donc ouais, ça commence déjà à... Ouais, pas mal. C'est... Bientôt tes 20 ans de carrière, quoi. Ouais, c'est incroyable. C'est génial. Ouais. Trop bien. Génial. Alors du coup, j'allais dire, mais comment t'es tombé dans le théâtre? Mais du coup, bah voilà, tu nous as tout expliqué, c'est génial. Mais du coup, on sent chez toi que tu as un amour inconditionnel pour ce métier, pour le théâtre, et pas forcément que la comédie. J'ai l'impression que c'est tout un panel entier de tout ce que ça engendre. Mais qu'est-ce que tu aimes le plus dans le théâtre? Qu'est-ce que ça t'inspire? Pourquoi le théâtre, quoi? Tiens. Oh, waouh! Quelle question! C'est très très large comme question, mais... Quelle question! C'est vrai que j'ai tendance à dire que ce que j'aime faire, c'est être sur scène. Et c'est vrai, j'adore avoir cette adrénaline qui commence à monter avant de monter sur scène. Je dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai envie de rester chez moi. J'adore, c'est lancer à l'abysme. J'adore ça. Jouer des personnages. Mais aussi, je suis une grande spectatrice de théâtre. Je pense que dans ma vie, j'aurais pu voir au moins 100 pièces. Je suis vraiment une personne qui cherche à aller voir une pièce tout le temps. Génial. Au début, je croyais que toutes les pièces étaient géniales. Et non. C'est comme au cinéma, tous les films sont pas bons. Ouais. Mais au début, tu t'en rends pas compte. Et non, évidemment, parce que du coup, tu veux te nourrir. Et du coup, on dit toujours, en tant que théâtreux, tu te dis toujours, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe chez les autres pour pouvoir se nourrir du jeu, de l'ambiance, de la salle, de tout, et du public, et de tout. Et des différents types de pièces, hein, parce que ce soit du drame, de la comédie, du boulevard ou autre, ou du comique, ou etc. Donc, comme je te comprends. Ouais. Mais oui, tellement. C'est ça. Oui, je me rappelle mon première année de théâtre et je vais avec quelqu'un que je venais de rencontrer qui était un garçon qui était plus âgé que moi, 10 ans plus âgé. Il était metteur en scène, très expérimenté dans les théâtres. On sort de voir la pièce, il me dit, ah, comment t'es paru c'était bien la pièce pour toi? Et je lui ai dit, ah oui, génial, j'ai aimé les textes. Il m'a dit, mais s'il te plaît, c'était nul à chier. Et Après, les avis sont très personnels. Non, c'était nul à chier en fait. T'as voulu être sympa, puis au final. Excellent. Mais comme quoi, quand tu commences, t'as pas vraiment un critère. Tu absorbes tout ce qui t'arrive. Bien sûr. Excellent. Oui. Et est-ce que tu peux nous... Alors, c'est ça qui va être très intéressant comme question, que je pose à chaque fois, à chaque épisode du podcast. Mais du coup, ça va être intéressant parce que comme tu viens d'ailleurs, j'aimerais connaître tes références théâtrales. Parce que du coup, tu as forcément des gens qui t'ont inspiré dans le milieu du théâtre. Mais comme tu viens du Mexique, alors c'est évidemment pas des références que je vais connaître moi peut-être, mais que des auditeurs, auditoristes vont pouvoir connaître. Alors je t'écoute, est-ce que tu as des références théâtrales à transmettre à ceux qui nous écoutent? Tu vas être surpris, mais à l'école, on a beaucoup de références européennes. Ah, ok. D'accord, comme quoi? On commence toujours Shakespeare, Ibsen, bon, après la Russie aussi, Stanislavski, Tchekhov, tous les grands noms qui ressortent. À l'école, on a ce référent très eurocentriste. D'accord. Mais hors l'école, c'est ce qui me vient dans ma ville ou au Mexique, c'est les
théâtres locaux, genre les histoires qui parlent de ce qui arrive dans notre entourage. Ah oui, intéressant. Super intéressant. Ouais. Et j'ai vu des pièces, comme je disais tout à l'heure, et les gens du Nord, ils parlent beaucoup de leur migration vers les États-Unis, Ouais. les Sud, des indigènes, tout ce qui est raconté. Et du coup, ça parle vraiment des problématiques locaux. D'accord. Du coup, j'ai commencé à rencontrer des dramaturges mexicains. Mhm. C'est le référent que j'en ai le plus, c'est le Mexique. Bien sûr. Au Nord, on a... bon, il a plein de noms. Antonio Zúñiga, Cudberto López. euh, comment il s'appelle Peut-être plus pour t'aider, c'est ouais. peut-être te dire, te Oui, c'est demander pas peut-être vraiment important. qui t'admire au théâtre. Mm. Tu vois, peut-être. Ok, ok. C'est peut-être plus ça. Peut-être alors que ce soit des personnes ou même des pièces qui pour toi, des pièces qui t'ont fait aimer le théâtre. Alors que ce soit latino ou européen, comme tu l'as dit. Voilà. Ok. En fait, la personne que j'admire le plus, c'est c'est une fille qui s'appelle Angélica Lidl, D'accord. mais elle est espagnole, Ok. de l'Espagne. D'accord. Mais par contre, dans mon discours, dans ce que j'essaie d'apprendre à mes élèves au général, c'est d'aimer ou de s'approprier des dramaturgies latinas. D'accord. Du coup, ça me contrarie un peu de répondre à ces questions. D'accord. Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Tu as déjà donné de très belles références. En tout cas, moi, ça va. Moi qui ai un amour personnel pour l'Amérique latine, je pense que je vais aller sur Google très rapidement pour pouvoir me renseigner sur les références que tu as transmises, parce que ça peut être hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter quelle est ta première expérience significative dans le milieu du théâtre? Ma première expérience en référence? Oui, ta première expérience, c'est-à-dire que la première fois que tu t'es retrouvé sur scène, ou la première fois que tu as mis en scène une pièce, etc. Une œuvre dans laquelle tu as travaillé, qui t'a marqué, qui t'a bouleversé et qui t'a été... C'était la première parmi une longue liste. Ok, ça me vient à l'esprit du moment. La première, c'était quand, je me rappelle, la première fois que j'ai rentré dans un théâtre. Ouais. Et je me rappelle, mes parents, ils travaillaient tout le temps. Mais un jour, mon père, il arrive tôt à la maison, vers 14h, quand j'ai sorti de l'école. Et il me dit, on va aller au théâtre. On va voir un spectacle. Trop bien. Et moi, déjà, j'étais surprise de que mon père rentre tôt à la maison, de qu'il allait m'amener au centre de la ville, qu'on allait être ensemble. J'apprécie beaucoup les moments que j'ai passés avec ma mère et mon père quand j'étais petite, parce qu'on n'a pas partagé beaucoup. D'accord. Et ce jour-là, il me dit ça. Et on rentre dans les plus grands théâtres de ma ville, au théâtre Ocampo. D'accord. Déjà, c'est impressionnant pour moi. J'étais une petite fille, je devrais avoir 7, 8 ans. Ah oui. Avant que j'ai commencé le théâtre. Ouais. D'accord. Et je commence, et on s'assoit au 2e étage. Du coup, on voit les gens d'en bas, la scène. Et mon père, il est architecte. D'accord. Du coup, il commence à m'expliquer comment les théâtres, ils marchent en architecture pour qu'on entende les sons. Ah, l'acoustique des salles, d'accord. L'acoustique des salles. Trop bien. Du coup, j'ai commencé à découvrir. Depuis, après, la lumière qui s'étend, et je suis nerveuse. Qu'est-ce qui va se passer? L'ambiance. Surtout à cet âge-là où on est curieux de tout. Voilà, c'est génial. Génial. Après, il a des lumières qui commencent à apparaître, des personnages mystérieux, une histoire qui se développe.
Après, je vois des gens que j'avais déjà vus dans mon école, parce qu'en fait, c'était une pièce où participaient les gens de mon école. Génial. Et du coup, je me suis dit, mais cette fille, elle est normale, elle va à l'école comme moi. Mais sur scène, elle était majestueuse, et elle avait une présence, un costume. Mais je me suis dit, mais elle est devenue quelqu'un avec des super pouvoirs. C'est une magie qui était devant mes yeux, qui était impressionnée. Et voilà, le spectacle se déroule, je suis immergée dans l'histoire, j'ai l'impression que tout le monde n'existe plus autour de moi, je suis hyper dedans, j'y crois à fond à tout ce qu'il raconte, tu vois, quand tu es enfant. C'est génial. Hyper magique, il y a plein de choses qui apparaissent dans les têtes, qui tombent de là-haut, mais comment ils font ça, je me dirais pas me cliquer, mais ils y croyaient à fond. Et voilà, après l'histoire finie, je suis hyper émue. Et voilà, il a mon père qui me fait qui me console quand je suis trop triste, prise par l'histoire. C'était hyper beau ces moments. La pièce finie, on applaudit tous. Le théâtre, j'avais l'impression d'avoir fait un voyage, de ne pas avoir été dans ces lieux physiques, sinon dans un autre qui était. Ouais, ça t'a transporté, quoi. Dans tous les sens du terme. Et c'est que la graine a commencé à pousser en toi, quoi, au final. Ça. Et après, je me rappelle avoir vu la fille, je me rappelle bien, deux filles qui avaient participé dans la pièce. Et je la voyais après dans l'école être une fille normale. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec le personnage magnifique qu'elle a fait? Mais comment? Et j'arrivais pas à expliquer, mais je me dis, il y a une magie qui se passe dans cet endroit. Il a un truc. C'est trop bien. C'est ça. C'est une expérience qui est. Alors, c'est vraiment. Je m'attendais pas à ça. Parce que je pensais que tu allais me parler d'une expérience quand tu étais professionnelle, sur scène, etc. Et au final, mais c'est beau, c'est encore plus beau, je trouve, parce que du coup, ça vient du cœur, ça se voit, et puis ça te rappelle des choses personnelles aussi avec ton papa, etc. Et c'est beau comme histoire, je trouve ça très joli. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment-là, c'est très très beau. Après, dans le monde un peu professionnel, c'est vrai que. Ok, deux choses. Et il a vraiment une chose que j'aime, c'est, comme je disais, c'est ce que je défends, c'est comme les histoires parlent de quelque chose qui arrive au milieu immédiat où tu es. Par exemple, tu parles d'histoires locaux que les gens peuvent facilement se voir. Se projeter, comprendre tu vois exactement. Identifier, tu peux s'identifier facilement. Ça, j'adore. C'est ce que j'ai dit tout le temps, c'est ce que j'ai fait mes pièces. Parler de ce qui nous touche. À moi, ça ne me touche pas de parler de roi de l'Espagne, parce que ça ne me touche pas, ce n'est pas dans mon contexte immédiat. Bien sûr. Ça ne me touche pas. Et c'est ça qui j'aime toujours, les gens qui le font avec les choses qui leur touchent. Mais après, une chose que j'aime aussi dans les théâtres de cette personne qui était ici, Angélica Lidl, c'était espagnole qui fait le théâtre, elle est une personne qui, je dirais, qu'elle est très osée. Tu vois, elle ose sur scène. Et elle a des textes qui vont contre la pensée, la bien-pensance du monde, contre le catholicisme, le féminisme. Elle n'a pas peur de poser des questions sur scène et de les faire de façon qui transgresse. Une fois, par exemple, elle commence à... elle est folle. Elle commence comment on dit, à couper son corps avec des lames, comme ça. Elle prend les sacrifices comme un acte poétique. Du coup, j'ai dit, mais cette femme, elle est folle! Mais en même temps, elle a un texte, une poésie, une façon de parler qui accompagne, que tu te dis, non, c'est pas seulement qu'elle est folle, c'est qu'elle a vraiment une chose à dire. Après, elle se met tout nue sur scène, bah, ça on l'a déjà vu, mais elle commence à parler de comment la société te fait un prisonnière de ton corps. Voilà.
je ne sais pas bien m'exprimer, mais il faut vraiment l'avoir en personne. Ouais. Une fois, elle est venue à Paris, je suis allée la voir, c'était mon rêve. Génial. Et elle prend un truc qui ressemble à du caca. Elle commence à se frotter le visage avec. Ok. En disant, comment on te dit, quand on prie à Dieu, al Padre Nuestro que estás en el cielo. Ok, d'accord. Elle commence à prier. Et les gens commencent à sortir de théâtre. Tellement ils s'étaient vexés, c'était un outrage de faire ça. Mais elle critiquait un peu ça parce qu'elle venait de vivre la mort de son père. Elle a critiqué la religion. Comme quoi la religion ne l'aidait pas. Et voilà, c'était que la merde. C'est ça. Quand tu as un douleur, c'est hyper profond, il n'a rien à faire. Même si tu pries. Voilà, c'est ce qu'il y avait compris. Du coup, c'est ce que j'aime. Cette fille, est-ce qu'elle ose vraiment. Elle fait pipi sur scène. Ah oui, elle est trash. Elle est trash. Ok. Elle met 20 garçons nus sur scène. Elle fait semblant de le branler. Je sais pas, elle n'a pas peur. Wow. Mais je peux te raconter les choses comme ça qui sont choquantes. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa dramaturgie, sa poésie accompagne ce qu'il dit. La dureté de ses mots. J'aimerais bien avoir appris quelques de ces monologues, mais je ne l'ai pas fait. Mais ce n'est pas des actes comme ça pour rien. Je comprends. Il a toute une poésie qui se développe derrière, tout un discours. C'est hyper intéressant. Et ce que j'aime bien de cette fille, c'est oser. Et à chaque fois que j'ai peur de faire quelque chose, je me dis, vas-y, t'es Angelica Lidl, tu oses, tu vas. Et n'aie pas peur. Et tu l'as dit sur scène. Et maintenant qu'il prépare un montage. Est-ce que j'ai peur de parler des interruptions, de la grossesse? Bah si tu oses, tu les fais. Et on n'a pas peur de sujet. Tu oses, tu les fais. C'est ça qui me donne beaucoup de courage. Voilà. Génial. Trop bien. et du coup, est-ce que tu peux nous raconter, parce que dans l'intro, on dit que tu as participé à 20 projets différents, 20 productions différentes. Est-ce que du coup, parmi ces 20 projets dans lesquels tu as pu travailler, quel est celui qui t'a marqué le plus et pourquoi? Oh, ok. Ok, j'ai envie de répondre tout immédiatement. Comme ça, c'était un projet qu'on a fait quand j'étais au 12e année de la licence de théâtre. C'était un metteur en scène de théâtre, mais qu'il avait aussi étudié la danse japonaise, la danse Buto. Wow. Je ne sais pas si tu connais un peu. Alors là, non, comme ça, non. C'est cette danse qui naît après la 12e guerre mondiale au Japon, Hiroshima, Nagasaki. Et c'est cette danse qui cherche un peu à montrer les corps déformés par les désastres des bombes atomiques. Wow. Du coup, c'est une corporalité. En termes de gestuelle, ça doit être impressionnant. Oui, qui ne cherche pas à être belle comme les ballettes, c'est tout à fait le contraire. On cherche à être bizarre, rare, mais en même temps, il travaille beaucoup l'imagination. Non, tu travailles sur la déformité. Donc, tu étais comédienne dans une de ces pièces. Cette prof que j'ai connue, oui, il avait cette façon de voir les théâtres, le monde, la scène. Et très libre, très déformé, voilà. Et c'est lui qui nous a dit, en fait, on ne peut pas, qu'après c'est devenu ma philosophie de vie, tu ne peux pas attendre que quelqu'un vienne te donner de travail pour te chercher pour une pièce. Il faut que nous, on prend une pièce, on s'organise. Toi, Grecia, tu connais qui aimerait faire une pièce hors l'école? Bon, moi, je connais Anna. Et bon. Et on les otages, quoi. On fait un réseau, on s'organise. Et si on veut travailler un texte, développer une esthétique, on le fait. On a commencé par prendre quelques cours de cette danse qui est Buto, qui était très expressive. On s'est laissé aller, on jouait beaucoup avec l'imagination, la création d'images. Génial. On a choisi un texte Antigone, mais une adaptation. D'accord. Une adaptation qui s'était en fait Antigone racontée par Isménée. Tu te rappelles, Isménée, c'est la sœur d'Antigone. Oui. Et du coup, je me rappelle qu'on était 10 dans les montages. Et le prof, il a dit, bon, vous savez chacun un personnage, mais tous les autres, vous apprenez aussi les personnages des autres. Parce que si quelqu'un, les jours de la passion n'est pas là, il y a les autres qui pourront le remplacer. Le remplacer, ouais.
Et du Ouais. coup, c'était tout ça. C'était déjà d'avoir une esthétique du Japon, d'apprendre à être autogestif, Ouais. d'apprendre l'importance des. Même si tu fais un rôle, tu apprends toute la pièce parce que c'est C'est super énorme. important. C'est Ouais, hyper fort comme truc. C'est... mais c'était génial. Et Et on t'as était réussi à tous apprendre les hyper 10 détendus. rôles? Ah ouais, Waouh. on apprenait tous les rôles de tout le monde parce qu'on avait une concentration en mode s'il n'est pas là, et ça arrivait, Ouais. il avait C'est des vrai? gens qui, le jour des présentations, D'accord. je ne peux pas être là, Donc je t'as dois dû voyager. remplacer quelqu'un? Ouais, D'accord. ouais. Et moi, j'ai été remplacée aussi une fois. D'accord. Et alors du coup, comment ça se passe? Parce que du coup, s'il y a une des personnes qui vient pas, mais ton rôle, qui le fait? Tu fais les deux rôles? Parce qu'il ne peut pas te demander sur scène en même temps. Ah, d'accord, Ouais, ok, d'accord. voilà. Vous arrivez à vous coordonner. Ouais. Waouh, Oui, quel travail, c'est c'est vrai que dingue. la plupart, on était 5-6 sur scène. Si on était C'est 10, déjà il avait tout. beaucoup. Oui. Ouais. Mais bon, comme quoi c'est une poésie. Et comme quoi c'est ça qui m'a appris tout ça. Tu vois, à chercher Ah d'autres ouais, esthétiques, c'est génial. à dire tout le monde est important, mais pas essentiel, nécessaire. Il faut Oui. que tu résoudre. Il faut résoudre. Ouais, ouais. Les théâtres, tu connais le Un monde état, de théâtre. oui, bien sûr, l'état d'urgence, c'est oui, bien sûr. Ben, moi, j'ai eu cette expérience-là dans le passé où un comédien n'était pas disponible pour quelques dates de représentation dans une tournée notamment. Et ben, du coup, on a dû refaire un casting et retrouver quelqu'un. Et au final, on a réussi à trouver quelqu'un qui était génial et et juste pour faire deux dates, et il a appris tout le texte. C'était génial de pouvoir tomber sur quelqu'un qui a pu reprendre le rôle, etc. Et c'était pas évident parce qu'il n'y a pas cette. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait cette culture-là en France. Alors, peut-être que je me trompe, mais d'apprendre les rôles de tout le monde. Où est-ce que. Moi, c'est la première fois que j'entends cette méthode de travail. Je trouve ça énorme. Ah ouais. Ben ouais, c'est Non, surprenant non, parce que. et y avait Surtout qu'il y a autant de personnages. Il y aurait deux, trois personnages encore. Bon, mais 10 personnages, 10 rôles différents, 10 rôles d'interpréter différemment. Oh, c'est fou ce travail, c'est incroyable. Non, mais c'est vrai, je l'ai entendu deux ou trois fois de mes profs. Les gens ont l'habitude de ah, c'est pas ma scène, je fais pas attention. Ouais. Et mes profs, ils critiquaient énormément ça. Non, même bon, si c'est pas ta scène, tu fais attention quand même parce que c'est un même univers qu'on est en train de créer. Bien sûr. Et non, je l'ai entendu deux ou trois fois. Et tout le monde doit être hyper attentif parce que ça se trouve, ces jours-là, il est à l'hôpital et il faut qu'on résout. Ouais. Ah ouais. Tu vois, par exemple, tu vois, moi, j'ai écrit beaucoup de duos. Okay. Et le duo, c'est peut-être plus facile parce que c'est une sorte de ping-pong. C'est-à-dire qu'il y en a un qui donne une réplique, l'autre qui donne une autre réplique, etc. Ils puissent répondre comme ça. S'il y en a un qui oublie une réplique, par exemple, ben, l'autre va rebondir et du coup va lui faire penser à la réplique. En tout cas, et des fois, c'est des privés de jokes, ce genre de choses qui se passent sur scène. Du coup, c'est toujours très drôle parce que moi, j'adore ce genre de choses. Et après, il faut savoir se détacher du texte et ça. Il faut savoir. C'est libre en fait, c'est du théâtre vivant et du coup il faut savoir vivre le truc, faut pas être rigide en tant que metteur en scène. Mais de demander 10 rôles, waouh, ah ouais, ça c'est quand même assez impressionnant. Et c'était au Mexique, c'était en Argentine, c'était en France? Au Mexique. Le deuxième année, mais c'était au Mexique, en même temps qu'il a fait ses études de théâtre, à côté, on faisait ça. Oui. D'accord. Autogestive, on trouvait nous-mêmes nos représentations. Ah ouais. Ça m'a appris beaucoup, ça m'a ouvert le monde à cette expérience-là de chercher ce que tu as envie de faire. Si tu as une tête que tu as envie de faire, tu le fais. Bien sûr. Et aller vers la possibilité. Comment on fait au lieu de on ne peut pas faire, non? Comment on fait pour le faire? Tu parles tu prêches un convaincu, comme on dit. Mais le podcast n'existerait pas si, voilà, si mes projets n'avaient pas été mis en stand-by. Et je me dis, voilà, on en parlait en off tout à l'heure. C'est vrai qu'il ne faut pas attendre. Il faut le faire. Voilà. Il faut savoir se débrouiller tout seul et se lancer. Et puis après, voilà, ça marche pas. Mais au moins, tu as lancé, tu as essayé. Donc, trop bien. Est-ce que, parmi les nombreuses personnes que tu as rencontrées, est-ce qu'il y a une rencontre qui a tout changé dans ta vie artistique?
Oh. Bah oui. Ah On oui. sent que ça te touche. Hein. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Vas-y, dis-moi tout. C'est une histoire d'amour. Encore. Encore. J'ai un peu parlé de lui tout à l'heure, sans que tu te rendes compte. D'accord. C'était ce garçon qui était plus âgé que moi, avec lequel j'étais allée voir une pièce de théâtre. Ah. Que je lui dis, ah oui, c'est bien la pièce. Et lui, il a dit, mais c'était nul. Bah, en fait, c'était ça. D'accord. Et lui, il était déjà un metteur en scène expérimenté. Ouais. Il faisait déjà des pièces avec 100 représentations. Wow. En mode le monsieur de théâtre. Ouais. Et moi, j'étais la petite fille qui commence la première année de théâtre à l'école. Et je rencontrais lui. On est tombé amoureux, voilà. Oui. Et des choses qui arrivent. Hein. oui. Mais pour moi, c'était. Je pense que c'est la chose qui m'a fait perdurer dans les têtes. Peut-être si je ne l'avais pas connu, j'aurais quitté. On a parlé un peu de la pression familiale. Ouais. Mais lui, il m'a ouvert un monde. Déjà, on était allé voir le théâtre, il m'a montré, mais c'est non, mais cette pièce, on voit quand même que c'était ridicule. Il t'a montré le côté réaliste. Oui, et d'avoir un recul peut-être différent et d'avoir un œil différent sur ce que tu pouvais voir. Plus critique. Eh oui. Exactement. Critique constructif, mais critique quand même. Oui, critique comme quoi tu dois aspirer à mieux. Ouais. Comme quoi. Ah oui, c'est ça. Oui. Bah oui, bien sûr. Comme quoi, c'est ce que tu viens de voir, c'est pas top, tu vois. Et tu peux te permettre de faire beaucoup mieux que ça, quoi. Oui. C'est motivant au final. Hyper motivant. Ah, c'est sûr. Mais c'est bon, quand même, on garde au respect parce qu'évidemment, être sur scène, ça sera toujours un acte très courageux. Ouais. Et on respecte ça, on respecte à ça, n'importe quelle pièce. Bien sûr. Mais bon, oui, c'est lui qui m'a amené voir plein de théâtre. Mais aussi, c'est lui qui m'a introduit ses copains, qui étaient déjà des gens qui faisaient du théâtre leur vie. D'accord, ok. Et pour moi, c'était des vrais combattants. Du coup. Parce que faire le théâtre ton métier, à Morelia, si à Paris c'est difficile, tu vois, moi on le sait. Ben oui. Imagine dans ce petite ville au Mexique, je le voyais galérer quoi. Mais c'était cet amour que dans l'entourage à lui. Et c'était des gens qui m'inspiraient énormément. Il faisait le théâtre à Morelia, il s'est battu pour faire une représentation qui n'aurait de moi, comme vient de le dire. Mais avec. Mais c'était des bonnes pièces, je pense. Des textes bien choisis, des jeux d'acteurs émotifs qui t'entraînaient. Bah oui, j'aimais ça. Et c'est ça qui m'a dit, en fait, une vie dans le théâtre, c'est possible. C'était lui qui m'a fait rencontrer plein de monde. Et après, moi, c'était la fille, elle parle déjà aux comédiens professionnels. Mes copines, elles s'étaient jalouses, tu vois. En mode, tu es intéressée, t'es où, Chrétien? Mais tu es avec lui seulement pour intérêt. Tu veux être sa comédienne seulement. Tu veux. Ce qui n'est pas totalement faux, mais. Non, mais t'as raison, il fallait. En fait, une rencontre comme ça, qui te bouleverse, qui t'inspire, c'est des gens qui te montrent leur métier tel qu'il est. Exactement. Avec leur point de vue et leur entourage, leur réseau aussi, etc. Moi, je sais que voilà, j'ai des personnes comme ça où je ne les remercierai jamais assez de m'avoir ouvert les portes du théâtre. Voilà, je pense à, voilà, si elle m'écoute, à mon amie Sophie, que je ne vois plus trop malheureusement, mais je pense toujours à elle parce que c'est grâce à elle, c'est une comédienne avec qui j'étais en colocation quand j'étais il y a quelques années, plus jeune, et du coup, elle m'a fait découvrir les coulisses d'un théâtre. Tu vois, elle était comédienne, elle était sur scène, et du coup, j'allais la voir. Et puis elle me dit, bah, viens avec moi en coulisses, et puis je vais te faire rencontrer la troupe. Puis, et du coup, j'ai appris tellement de choses. Et il y a toujours des gens comme ça qui te marquent. Moi, c'est Sophie, donc si tu m'entends, Sophie, voilà, je te fais des bisous. Et voilà, et c'est vrai que
on ne remerciera jamais assez ces gens-là, parce qu'ils nous ont permis de... Ils ne se rendent même pas compte peut-être, tu vois. Mais ils ont mis la graine, et hop, ça a grandi, jusqu'à ce que tu as devenu une forêt amazonienne, voilà, et que et ça envahit tout notre amour pour ce métier. Ouais, complètement. Je te comprends beaucoup. Il y a une semaine, j'ai échangé avec lui toujours pour lui Ah, t'es dire toujours en contact. oui, aide-moi, je ne sais pas quoi faire de mes planches-pièces. Ah Elle me dit, t'inquiète, tu vas bien le faire, t'inquiète. Mais oui, bien sûr. Oui, mais oui, c'est vrai. On doute toujours. C'est vrai. Le doute va toujours avec le métier du théâtre. Ça, c'est vrai. On doute toujours de soi, on doute toujours de ses capacités, de ses projets, mais en même temps, il faut se lancer, il faut essayer. Oh, c'est une super belle question. C'est vrai que je me l'avais jamais posée. Et Ouais. à propos des gens qui nous sont marqués, bon, oui, on va dire merci Sophie. Et de mon côté, c'est merci Ramsès. Voilà, merci Des gens magnifiques, ouais. Mais oui, bien sûr. Est-ce que tu aurais une anecdote particulière à nous raconter sur ou en dehors de scène? Un truc qui s'est passé, que ça soit en répétition ou sur scène, quelque chose d'imprévu peut-être. Quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé sur scène? Ou en dehors, hein, peut-être genre pendant les répètes, genre de truc, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? En dehors de scène, je pense que il y a eu un moment dans ma vie. Euh, en arrivant à Paris, que je me suis sentie perdue. Je me laissais porter par peut-être des addictions, la fête, l'alcool, je suis jeune, je sais pas. Mais il y avait une phrase derrière moi qui m'a dit un copain, et il m'a dit, le théâtre te sauve, va te sauver, toujours. Le théâtre va te sauver. En espagnol, el teatro te salva. J'ai cette phrase toujours dans la tête. Et même si je me sentais perdue, que je ne faisais rien de ma vie, que j'avais envie de rien faire, c'était une période très sombre. J'ai expérimenté avec des drogues, c'était vraiment difficile. Mais comme il y avait cette phrase de théâtre, j'ai continué à faire des ateliers de théâtre. Et je me rendais compte que, comme quand j'étais au lycée, le théâtre c'était mon moment heureux. C'était ça qui me faisait tenir la vie, l'envie de vivre. C'est ça qui m'accrochait à la vie. Et voilà. Et j'ai pu sortir de cette période, j'ai pu m'éloigner de mauvaises amitiés, sortir des pressions, de tout ça, parce que j'aimais faire du théâtre. Et j'ai m'accroché à ça. Tu t'es accroché à ça. J'ai mon truc et je ne peux pas rater une seule répétition. Je crois que dans ma vie, j'ai eu de rater 1 ou 2 répétitions maximum. Ah oui. Je suis vraiment la fille qui fait. Je peux arriver avec tout, le corps brisé, tout. Mais je suis. Mon prof, une fois, m'a dit on ne rate pas une répétition, sauf si on est à l'hôpital ou mort. Ah ouais. Du coup, j'ai appris. Pas d'excuse, quoi. Pas d'excuse. Je l'ai appris par corps et c'est ça qui me prend. Et voilà. Et même si tout autour de moi, c'était n'importe quoi, je me suis accrochée au théâtre. Et c'est ça. Et le théâtre t'a sauvé. Ça m'a sauvée. Ça me sauve toujours. Ça me donne à manger là maintenant. Et je garde cette phrase. Et pour moi, c'est devenu une vérité, une chose que j'ai vis jour le jour. Ça me sauve. C'est beau. C'est beau. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu préfères entre la création, les répétitions, les représentations et les tournées? Qu'est-ce que tu préfères le plus?
Ok, entrée, encore, entrée. Entre la création, les répétitions, les représentations et les tournées. Ah, tout c'est génial. Ouais. Tout Et c'est si tu devais génial. choisir? Et création, j'adore. Si je devrais choisir, oh, C'est dur à répondre cette question, je sais. je suis entre, quand je suis sur scène, la représentation, Ouais. et en tournée peut-être, Ouais. mais aussi, comme je l'ai dit il y a un moment, j'adore, et je pense que tu ne l'as pas dit, mais Ouais. j'adore aller voir du théâtre, être spectatrice. Ah, être spectatrice, alors c'est autre chose, oui, effectivement, bien sûr. Ben, ça fait partie des processus de création. Tu C'est-à-dire penses? que, ben oui, bien sûr, Ok. parce que tu t'inspires. Tu t'inspires, tu vas voir la concurrence, tu vas voir le jeu, tu vas rencontrer des comédiens, tu vas pouvoir peut-être les contacter pour après dire, mais oh, j'ai adoré voir ce comédien, cette comédienne sur scène, j'ai envie de travailler avec lui. Donc du coup, après, tu as un truc, une création en cours, tu te dis, mais en fait, il faut que je contacte cette personne, parce que elle est géniale. Tu vois. Donc pour moi, aller voir une pièce de théâtre, c'est aussi se dire, parce que moi je fais de la mise en scène aussi, et de se dire que, en fait, ces gens-là, j'ai envie de travailler avec eux. Tu vois. Moi qui suis là depuis quelques semaines sur ce podcast, je fais des très très belles rencontres, et il y a des gens avec qui j'ai envie déjà de travailler. Tu vois. Alors, on me l'a déjà proposé de travailler Daniel, pour une petite lesquelles Daniel Schwartz, qui est le premier épisode d'une longue série, j'espère en tout cas, m'a proposé, mais en fait j'ai envie de travailler avec toi et je vais relever le défi. Bon, là, j'ai beaucoup de choses en ce moment, je suis très très pris, mais dès le mois de juin, juillet, en tout cas à la rentrée, je sais que je vais revenir vers elle parce que j'ai envie de créer quelque chose avec elle. Et pour moi, tu vois, d'aller voir les gens sur scène ou de faire des rencontres comme ça fait partie de tout le processus de création. Parce que tu te dis, euh, il faut d'abord, euh, tout le monde le sait et tout le monde le fait, euh, ou en tout cas, voilà, essaye de le faire. euh, quand tu, quand tu fais du théâtre de ta vie, il faut aller voir les autres aussi pour t'inspirer, pour aller voir des... Parce qu'il y a... Bon, on habite à Paris, mais il y a énormément de théâtre à Paris. Il y en a partout, dans tous les coins. Paris et même pas forcément intramuros, aussi dans la banlieue, même en province. Il y a beaucoup, beaucoup de théâtre. Il y a une grosse culture théâtrale en France. Donc, d'ailleurs, ça fera partie d'une de mes questions, mais je ne sais pas quelle est la culture théâtrale en Amérique latine. Est-ce qu'elle est si importante que ça? Tu as commencé à un peu en parler tout à l'heure, mais tu disais que au Mexique, en tout cas là où tu étais, euh, la culture théâtrale n'était pas si impressionnante que ça. Maintenant que tu es à Paris, ça fait combien d'années maintenant que tu es à Paris? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, hein, oui, déjà. Et en 7 ans, du coup, j'imagine que tu as dû voir énormément de pièces, énormément de théâtres différents, tu as dû faire des rencontres incroyables en 7 ans dans le milieu du théâtre. Ouais, ouais, non, mais j'imagine, j'imagine. Je sens que c'est pas autant, mais on parlait de. Je comprends ces côtés, quand tu vas voir des pièces pour t'inspirer, Ouais, pour trouver des gens, mais aussi ce qui me plaît, c'est ce que je t'ai raconté, que j'ai ressenti la première fois, c'est me laisser aller l'imagination. bah oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas décider mon moment préféré, mais c'était vraiment ce côté d'y croire. Je suis vraiment une personne qui croit beaucoup à l'imagination. Ouais, c'est beau. Ouais. C'est génial. La fiction, Ouais, mais pas n'importe quelle fiction. Je pense que la fiction, par exemple, des films ou des dessins animés, ça ne me parle pas trop. Mais c'est d'accord. seulement la fiction au théâtre. Ouais, je comprends. Ouais. Voilà. Et oui, je suis à Paris depuis 7 ans. Voilà, on revient. Ah, Ouais. c'est fini le.
Ah, attends. C'est fini les mots. Je peux retrouver autre chose, il faut juste. Ah non, non, je voulais savoir seulement sur. Bon. Je peux mettre une toute petite pause. Alors, ça sera inédit au podcast, mais ce n'est pas très très grave. Je reviens tout de suite. On est dans le direct, hein, donc voilà. Voilà. N'hésitez pas, je reviens, je vais voir ce que je peux trouver. Voilà. Alors, il y a plus de 20. Je peux déjà te proposer un verre d'eau déjà, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, donc voilà. Merci, oui, c'est ça. Ça ira? Oui, c'est parce que j'ai soif. Non, nous ne sommes pas alcooliques. Alors, du coup, même si mes pièces, je les ai souvent écrites dans un état d'ébriété sommaire, on va dire. Bon. Alors, c'est ans, mais disons qu'il n'est pas assez rencontré au connu du monde. Ok, quand j'ai fait des cours de théâtre en français, je me sentis pas forcément identifiée aux histoires qui se rencontrent, les histoires françaises. D'accord. Parce que je connaissais pas trop. Au début, c'était hyper difficile. Quand j'arrivais en France, je parlais pas français. Ah oui, déjà. Voilà. Et déjà, c'était. Tu parlais pas un mot de français quand tu arrives en France? 3 mots peut-être, oui. Mais comptez, genre, je m'appelle Grecia. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, c'était ça mon niveau. Waouh. Ah ouais. Ah ouais, du coup, je me suis inscrite dans un cours de théâtre en français. Ah ouais. Et bon, j'ai vu que la prof, elle avait fait des études au Buenos Aires. Ah, je me suis dit, elle pourrait me traduire un peu en espagnol. Bien sûr. Mais non, mais la honte. J'arrive au cours de français, la prof, elle me dit, bah, tiens ces textes, lis un peu. Horrible, j'ai laissé comme on lit en espagnol en prononçant tous les sons des lettres. Bah, bien sûr. De la et à ou, la loi, oisoux, l'oiseau, je sais pas, horrible. Je me rappelle être tout rouge en me disant, bah, tout le monde va se moquer de moi. Et les gens qui étaient dans les cours, ils étaient hyper gentils, ils ne riaient pas, mais je sentais qu'ils avaient tellement envie de rire en fait. Tout le monde était nul à chier en français. Mais par contre, il était très bon au théâtre, parce qu'il avait déjà fait une licence en théâtre. Bah, bien sûr. Et du coup, que la prof nous dise, il faut parler fort, il faut pas donner les dos au public. Pour moi, c'était comme... C'était, on va dire, humiliant. Après à peu près 10 ans d'expérience dans les théâtres. Ben oui. Mais c'est en français, mais en même temps, c'était un challenge énorme pour moi qui ne parlais pas français. Bon, ça m'a aidé énormément. Tout de suite, j'ai appris plein de mots en français parce que c'était submergé complètement. Bien sûr. Dans l'obligation, de toute façon, il fallait que tu comprennes vite. Oui, rapidement. Du coup, ce premier 3-4 ans, j'étais un peu perdue dans les mondes au théâtre. Après, quand j'ai commencé à être plus fluide en français, j'ai appris mes textes par cœur. J'ai cherché mot par mot ce qu'il voulait dire, les textes qu'ils m'ont donné à appris. Et j'avais un très bon prof, Gérald Hubert. Il a un atelier ici à Paris. Je sens que c'est lui qui m'a appris comment être une metteuse en scène. Il était très sensible. Il voyait, là t'es pas dans le rôle. Là, c'est pas vrai, je te crois pas. Et j'étais derrière lui, toujours à faire plein d'attention. C'est lui qui m'a aidé à être très sensitive. Avant, j'ai pris toute ma formation pour être comédienne, mais quand je voyais lui, comment il dirigeait ses comédiens, je l'imite beaucoup. C'est lui qui m'a appris. Et voilà. Mais après, par exemple, on faisait des pièces, comment il s'appelle, Jean à nuit. Et la répétition, non, ça s'appelait... comment s'appelait cette pièce? Bon, je suis très mauvaise pour... ça reviendra. Désolée. C'est pas grave. Mais du coup, ça parlait des histoires des gens de château ou des paysans français. Il n'y avait aucune connexion. Ben oui, forcément. Du coup, même si je mettais tous mes efforts, je traduisais tout, j'apprenais mon texte, ils sentaient qu'on
moi, c'était fort. Je n'étais pas vraiment un bon comédien, comme quand j'ai joué en espagnol, les pièces qui parlaient du Mexique ou de l'Amérique latine. Ouais. Et à certains moments, après 2-3 ans de me trouver à ces histoires auxquelles je ne m'identifiais pas, je me suis dit non, il faut que je joue en espagnol, que je joue les pièces que je connais, qui me parlent à moi, qui me touchent, auxquelles je suis sensible. Bien sûr. Et c'est pour ça que, voilà, après j'ai commencé ce projet de théâtre en espagnol. À force de ne pas me sentir à ma place dans le théâtre français. D'accord. Et du coup, tu n'as jamais trouvé ta place dans le théâtre français au final? Je sais pas si j'ai pas beaucoup essayé. Non, j'étais dans ces cours de théâtre. C'est difficile en même temps parce que la culture théâtrale est différente. Il y a d'autres sujets, l'histoire de la France et du Mexique totalement différents. Différent. Ouais, totalement. Ça doit pas être évident du tout. Déjà d'apprendre une langue qui n'est pas la sienne, c'est très compliqué. Je sais de quoi je parle. Je suis en plein dedans. Mais en plus, c'est quand même fort quand même parce que tu as quand même essayé de te remettre en question en disant je vais apprendre une méthode française alors que je ne connais pas un mot de français ou trois. Bon. Tu as essayé, ça a fait combien de temps de formation en France? J'ai fait 300. 3 ans, waouh! 300 de formation en France et j'ai 300 avec mon projet en espagnol. Oui. Mais dans ces 3 ans, tu as appris à devenir la metteuse en scène que tu es maintenant. C'est ça, en fait. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça qui est génial. C'est ça que tu as pu apprendre en France. C'est la mise en scène. C'est la mise en scène parce que, en fait, quand tu parles pas la langue, tu es obligé de fermer ta gueule parce que tu peux rien dire. Oui, c'est un bon résumé. J'avoue. Du coup, tu es comme un bébé. Il faut que tu te éponges. Il faut que tu apprennes. Que tu envoies les autres jouer. Alors quand j'étais au Mexique, j'étais plus inquiète pour m'exprimer, pour parler, pour dire bien les choses, pour poser mes textes, pour faire mon camp. Alors qu'ici, c'était vraiment introspectif, l'observation. C'est ça. J'ai appris à ouvrir mes yeux, à être plus observatrice, à absorber. Et voilà, c'était ça. C'est ça qui a la mise en scène. Oui, exactement. Bien sûr. C'est plus dans ça, dans les regards, et les subtilités, tu vois, il y a quelque chose. Et comme en plus tu es comédienne, tu as un œil aussi de comédienne. Oui, clairement. Tu vois, et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que quoi de mieux qu'un ou une comédienne pour pouvoir devenir finalement metteur en scène. Alors après, tu as des autodidactes comme moi, tu vois, qui n'a pas fait d'études de théâtre, mais c'est la vie qui m'a appris le truc. Mais oui, je trouve ça génial que tu puisses jongler entre l'acting, voilà, et la mise en scène, parce que c'est génial d'avoir les deux casquettes et de te dire, ok, mais c'est très intéressant dans ton parcours parce que du coup, tu as appris tout l'acting côté latino et toute la mise en scène côté France. Ouais. Et du coup, côté latino, tu n'as jamais appris la mise en scène? C'est différent là-bas? Oui, on avait à l'école, oui, il y a une matière direction de scène, direction de scène. Ouais. Mais t'as pas approfondi j'étais pas vraiment intéressée. Je le prenais comme n'importe quelle autre matière. Je n'approfondissais pas trop. C'était pas mon truc, quoi. Et en France, hop. En France, à force d'observer, de ne pas pouvoir m'exprimer. Mais oui. Ça t'est forcé. Vraiment, quand je suis venue en France, je me dis, c'est comme renaître. Bien sûr. Tu deviens un bébé, tu apprends, tu observes. C'est génial comme méthode. C'était vraiment ça. Trop bien. C'était vraiment ça. Et ça m'a appris une autre façon d'aimer le théâtre. Et oui. Parce que, oui, déjà, j'étais spectatrice, jouer. Mais maintenant, quand j'ai créé des scènes, quand j'ai dit aux gens,
par là, c'est par là. Après, il ne faut pas tomber comme comédienne aussi, j'ai envie de faire, mais fais comme ça. Mais il faut... Oui, je comprends. Il faut laisser les comédiens ou mes élèves maintenant et exprimer leur individualité. Bien sûr. Et maintenant, quand on crée une scène avec mes élèves, j'ai cette sensation, une sensation nouvelle d'avoir créé avec eux une scène. C'est quelque chose de nouveau que, même si j'ai presque 20 ans dans les têtes, metteuse en scène, je l'ai fait depuis 12 ans. Ça va être la 3e année à peine. Oui. C'est quelque chose de nouveau. C'est très récent pour toi, mais c'est génial. Ouais. C'est trop bien. Ouais. Trop bien. Est-ce qu'il y a un théâtre où tu rêves de jouer un jour? Dans mes rêves les plus fous, je suis à l'Opéra de Paris. Ah ouais, carrément. Ah oui, carrément. Ah, l'Opéra Garnier, du coup, carrément. Opéra Garnier ou la Comédie Française. Ah ouais, quand même. Tu vois Bon, écoute, t'as raison. Si, il faut rêver. Ah bah oui, voyons grand. Hein. T'as bien raison. T'as bien raison. Après, mon théâtre préféré, c'est le théâtre du Rond-Point. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça mes petits rêves, on va dire. T'as bien raison. Non, c'est énorme. C'est énorme. Mais pour jouer à la Comédie Française, il faut que j'enlève mon accent quand je parle français. Du coup, j'ai double. Ce serait dommage quand même. Peut-être. Oh oui, non, peut-être je peux jouer la personne qui vient de l'étranger. Est-ce que en France, on t'a critiqué sur ça, dans l'apprentissage Est-ce qu'on t'a dit non, là, vous devez ne pas avoir d'accent Comment ça s'est passé pour toi là-dessus Oui, c'est ce que. Est-ce qu'on t'a appris à cacher ton accent Ils ne l'ont pas dit directement, mais ils me donnaient le rôle de la personne qui vient de l'étranger. On m'a jamais donné où il n'était pas bien défini qui j'étais. D'accord. Mais voilà, comme quoi il a un peu en mode, c'est évident qu'il n'était pas française, quoi. Ah ok. Et t'aurais voulu apprendre gommer mon accent, oui, peut-être dans son futur. D'avoir ce pouvoir de dire t'es encore très jeune, hein, tu peux apprendre encore et encore, on apprend à tout âge, de toute façon, surtout dans le milieu du théâtre. Mais et c'est vrai que, alors moi, à titre perso, je trouve que les accents sont magnifiques, tu vois. Mais c'est vrai qu'on entend toujours parler de personnes où on leur dit de cacher leur accent pour pouvoir avoir un panel plus important pour des rôles. Mais du coup, au final, on te l'a fait comprendre parce qu'on t'a filé des rôles de latino, quoi. De latina, voilà. Ouais. En gros, quoi. Mais on t'a jamais appris, du coup, en termes de diction. Bien prononcer quelques mots que je ne prononce pas forcément. Je me rappelle, c'était quoi les mots? Bibelot. On dit les petits objets comme ça. Ouais, des bibelots, ouais. Voilà, ça m'a coûté des années pour les dire. Et bavarde, tu vois, les trucs avec le B, ça m'a coûté beaucoup. Ouais, le je, ah non, on a dit galéré. Ouais, je sais, ouais. Mais bon, à la fin, je pense que ça peut être aussi quelque chose de différent. Je me suis fait avec ça. J'ai fait mon truc à côté. Voilà, on verra. J'ai pas eu jusqu'à présent le besoin de gommer mon accent. Peut-être après, mais. Bon. Pourquoi le gommer? Ça serait dommage. Bah oui. Et il y avait de la Sofia Vergara de la France. Bah, exactement, tout à fait. Ah là là. Est-ce que tu aurais un conseil, parce que du coup tu as commencé à nous parler effectivement de tes cours, de tout ce que tu as créé, mais ça on va en revenir un petit peu plus tard. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait faire le même métier que toi? Voilà. On rappelle du coup que tu es comédienne et du coup metteuse en scène depuis maintenant 2 ans. Et comédienne depuis bientôt 20 ans. Arrêtez les dire. Ah bah écoute, il faut. Ça va être une longue expérience. Mais oui. J'espère que tu vas fêter ça. Donc. Je suis fière de ça. T'as bien raison. Un conseil.
Ou peut-être que je peux détourner la question différemment. Ok. Quand tu as commencé le théâtre, est-ce que tu aurais voulu entendre un conseil qui t'aurait permis de, je sais pas, de te projeter dans le métier ou de te rassurer, ou, tu vois? Est-ce que tu aurais voulu, tu vois, entendre un conseil à l'époque? Ou est-ce que tu as eu un conseil à l'époque et t'a permis, tu vois? Oui, plutôt ça. J'ai eu une phrase qui m'a débloqué plein de choses dans ma vie, dans ma vision de théâtre. Ouais. C'était une fois, j'étais dans un festival de théâtre. Et tu vois, quand on commence à faire des études dans les théâtres, moi, j'étais habituée à être, à vouloir bien faire, à plaire à tes profs. Tu vois, j'entends. J'avais peur d'être une mauvaise comédienne. Comment j'avais peur de ça. Et une fois, je vais voir une pièce qui était un peu... tu vois, c'est théâtre post-dramatique, il n'a pas vraiment de personnages, c'est les comédiens qui parlent. Et en fait, il a une fille, je me rappelle, elle s'appelle Sara Pinedo, c'est une fille de Mexique, de la ville de Léon. Elle dit... elle se passe sur scène, elle dit bonsoir, je m'appelle Sarah, je suis une très mauvaise comédienne, je joue mal, et vous allez m'entendre le reste de la soirée. D'accord. Et après, elle commence, elle parle de son histoire, voilà, la pièce commence, mais ça m'a libérée. Je lui ai dit, mais pourquoi on est tellement. On se prend la tête pour vouloir bien faire. Des fois, on joue mal et ça n'empêche pas qu'elle avait un message très puissant à passer, qu'elle avait une histoire. C'était un peu de théâtre documentaire. Du coup, elle avait comment dire, elle avait des enregistrements, des histoires qu'elle avait entendues. Et du coup, elle avait un message qui était puissant. Même si elle s'est autodénominée ou les gens la dénominaient mauvaise comédien, c'est pas ça l'important en fait. Arrête ton ego et ta vanité. De c'est l'interprétation qui a fait que. Oui, c'est le message. Le message qu'elle voulait donner. Exactement. Et ça me dit, bah oui, c'est vrai. Ce qui importe, c'est pas mon ego de oh, qu'est-ce que j'ai vu en pleurer pendant la dernière scène. Maintenant, ce qui importe, c'est comment les gens vont s'identifier à ton histoire, ou de quoi tu as parlé, ou pourquoi c'est besoin de parler de ça. Non, ça, à elle c'est l'histoire qui l'a touchée parce qu'elle habitait à côté de ces histoires. Et ça m'a libérée. J'ai dit, je m'en fiche, j'ai bien joué ou pas bien joué. Et l'important, c'est la pièce, c'est l'équipe. Bon, après, évidemment, on a toujours envie de bien faire, mais c'est libérer des poids, il faut que ça soit parfait ou bien joué. Ça m'a donné beaucoup de liberté et je l'ai redit. Et ça vient peut-être aussi de ta culture du Mexique aussi, non, peut-être. La culture américaine, latino-américaine, où il y a cette pression sociale, on en reparlait au début de l'épisode, mais de toujours de faire des études poussées en plus. C'est pas toi, des parents qui te disent oui, mais deviens avocate, ça c'est un métier, comédienne c'est pas un métier, etc. Machin. Tu vois, c'est ça aussi. Ça fait partie de toute cette pression que tu as pu subir potentiellement et qui est dure et qui est, malgré ça, voilà, tu as réussi à prouver maintenant, j'imagine, auprès de ton entourage que tu vis de ta passion, c'est ton métier et t'en es fier. Quoi. Donc, oui. Et oui, et ça m'a aidé beaucoup. C'est ça les conseils. Il y a aussi un truc qui me revient à propos de ça, c'est il vaut mieux une chose faite qu'une chose parfaite qui n'est pas faite. Oui, je comprends. Comme quoi on a toujours peur de ah non, mais qu'est-ce qui va passer si on fait, même si c'est mieux de les faire mieux que rien. Bien sûr. Et c'est ça qui m'a libérée. Il faut mieux jouer comme tu vas jouer avec ce que tu as, voilà. Tu n'as peut-être pas une préparation, tu n'as peut-être pas la référence de qu'est-ce que c'est avoir 60 ans, mais tu fais ce personnage qui a 60 ans, et bah si tu restes, voilà. Et c'est comme ça, et c'est ça mon conseil, c'est ça qui m'a aidé, c'est ça qui m'a libérée, bah si, tu fais.
tout fait. Voilà. Bien ou mal, tout fait. Trop bien. Tout fait. C'est un bon conseil, effectivement. Est-ce que tu as d'autres passions en dehors du théâtre? Ok. J'ai choisi le théâtre parce que j'ai trouvé qu'il y avait plein de passions. Ouais. J'étais bon à tout un peu. J'aimais les sports, la science, l'histoire. Et je pense que quand on fait du théâtre, tout ce qu'on apprend, ça nourrit notre esprit des... Bon, dans mon cas, des comédiennes, des metteuses en scène. Et bon. Et oui, pour l'instant, mon autre passion, c'est, je viens de m'y mettre depuis cet été, à la natation. Ah, bien. Tu fais quoi? J'y vais comme ça, presque tous les jours maintenant. Je fais 5-6 fois par semaine. Ah ouais, donc, quand même. Vraiment intense. Ah ouais. Tu fais des longueurs. Oui, Okay. Exactement. J'ai appris toute seule. Pour la respiration, c'est bien aussi. Oui. Et je m'avais dit qu'un bon comédien, il faut bien s'entraîner. Ouais. Il avait un prof qui nous faisait courir dans la scène. Il nous disait vas-y, la pièce dure 4 heures. Vas-y, il faut qu'il te tienne l'énergie. Bam, 4 heures sur scène. C'est du sport. Hein. Oui, du coup, il dit toujours cette phrase sur scène la pièce dure 4 heures. Il faut qu'il te tienne. Du coup, ça serait mon autre passion pour l'instant, la natation, le sport. Super. Mais sinon, je suis très littérature. Ah. La tu poésie, lis beaucoup. Ouais. D'accord. La poésie, ça m'inspire beaucoup. Ok. Du coup, plutôt hispanique ou française du coup? Je suis très fière de dire que j'ai commencé à lire mes premiers livres en français. Ah, bien, bravo. En ce moment, je lis Simone de Beauvoir. Oh, très belle référence, effectivement. Oui, sa biographie, j'ai commencé à lire. Super. Super belle référence. Mais oui, en tout cas, la poésie m'inspire toujours. Et je pense que c'est ça que j'aime aussi dans les têtes, c'est les mariages du corps avec la parole. Des fois, dans des métiers, on est trop cérébral, on est trop dans la tête. Des fois, quand tu fais dans la danse, tu es trop dans les corps. Ouais. Et je trouve que le théâtre, c'est les mariages parfaits entre tout, entre la magie, l'esprit, la parole, les corps, et être en équipe avec les autres. Vraiment, le théâtre nous donne tout. Il est hyper généreux et il inclut tout. C'est vrai. C'est multidiscipline, quoi, c'est ça. C'est tellement vrai. Ouais. Est-ce que tu aurais un rituel que tu fais avant de monter sur scène? Aller faire pipi. D'accord. Ok. Un rituel. Non, je sais pas, ça vient à peu près de mode de jour. Ouais. Des fois, j'aime bien faire mon petit cocon et être bien sur ma tête, me concentrer sur mon personnage. Ouais. Des fois, ce qui m'aide, c'est parler aux autres, dire tu vas bien, oui, il y a des questions, tu vois, les petits chuchotements avancés, connecter avec les autres. Du coup, non, ça dépend beaucoup de la journée. Si je me sens un peu plus monde intérieur ou si je me sens un peu plus besoin de connecter. Ouais, je comprends. Super. Oui. Très bien. Voilà, mais après, l'échauffement, la voix, le corps. Ouais. Et à la fin de la scène, ranger tout. Ah. Aussi, ranger les matériels, tout ça. Ça fait partie du rituel. Bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est l'heure des questions des followers. Okay. Alors, nous avons 2 questions. La première, quelle est ta méthode de création quand tu te lances dans un nouveau projet artistique? Ma méthode dans un projet artistique, comme metteuse en scène ou comme comédienne? Comme tu veux, c'est toi qui choisis. Waouh! C'est quoi mon procès? Par exemple, si on te donne un rôle, ou si tu te crées un rôle et que tu dois l'apprendre, etc., quelle est ta méthode pour apprendre le rôle, par exemple, pour détourner un peu la question? Ok, bah déjà,
lire et relire les textes, Ouais. bien comprendre. Bien sûr. Et en fait, j'ai eu tellement d'épreuves différentes Mmh. qui j'applique genre 20 méthodes à la fois. Je me rappelle du prof qui m'a donné analyse de texte. Du coup, j'ai commencé par faire de l'analyse de texte. Ouais. Combien de fois se répète, quel verbe il en a, quel élément d'intérieur du personnage. Mmh. Après, j'ai eu les profs qui étaient très corporels. Du coup, j'ai pris la corporalité du personnage. Ouais. Il a eu les profs qui me parlaient des éléments, le feu, l'eau, Mmh. la terre. Ouais, Quel ouais. est ce personnage? J'ai fait un peu quel personnage pourrait être celui-là. D'accord. J'ai eu les profs qui me parlaient de la psychologie stanislavskienne, me mettre dans les troncs de pensée des personnages, j'ai fait ça. J'ai eu les profs qui me parlaient des Mediacol, du coup j'exprime avec mon corps, j'essaie de répéter les textes mais sans dire aucunement, seulement avec mon corps. Ouais. Je me rappelle ma preuve de chant qui me disait d'essayer plein de voix différents pour trouver la voix du personnage. Je me rappelle... Aïe, aïe, aïe. T'as des milliards de méthodes. Mais j'ai fait appel Ah ouais. à tout. Et même sur scène, j'ai fait. Je me rappelle d'autres profs qui m'a dit il faut être vivant, il faut surprendre ton partenaire. Des fois, j'ai dit Ouais. le texte d'une façon différente quand je l'ai Ouais, fait. ouais. Oh my god. Non, j'ai eu tellement de références. C'est un peu ça. Et à mes élèves, pareil, je leur dis une chose, l'autre fois, je leur dis autre chose, et après, Ouais. ils sont un peu confus, mais ils leur disent, mais c'est ce qui te sert, c'est bien. Ah oui, c'est ça. Tu dois prendre ce que tu as besoin et. Ouais. Ouais. Après, ça dépend du personnage, si c'est plus littéraire, plus dans les cas, mais vraiment, ouais. Il n'a pas une méthode, je sens que ce sont 1000 méthodes. On prend vraiment des partout. Ouais. Est-ce qu'on a commencé, alors il y a une deuxième question, mais on a commencé déjà un petit peu à en parler dans ce podcast, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue précis sur est-ce que tu notes vraiment une différence d'apprentissage entre l'Amérique latine et la France, Mm. en termes d'études, en termes de technique, en termes de. Tu vois. Ok, ok. Hmm, très belle question. Euh, je pense qu'on a à peu près. Bon, je peux donner mes 3 points. C'est Mhm, le Mexique, l'Argentine, la France. mhm, Euh, on parle tous en même langage un peu. ouais, On connaît Stanislavski, on ouais, connaît Meyerhold. Et, c'est les deux grands, oui, pour moi, hémisphères peut-être, d'accord. les cas. Et j'ai retrouvé beaucoup de ressemblances, Mhm, mais comme quoi c'est vrai que je sens. Ah, c'est très difficile de faire des généralités, mais je sens qu'en Amérique latine, on joue plus avec les corps, peut-être. mhm, d'accord, Euh, En France, c'est plus continu, d'accord. Ah, ok, je pense. ok. Et il a cette façon d'être plus posé un peu. Mhm. Alors que là-bas, on est beaucoup plus dans l'explosivité, Ouais, peut-être, dans mais aussi la l'expression conscience. Ouais, plus extrême, on va dire. ouais. Ouais. Après, les sujets, peut-être, là-bas, on joue beaucoup sur les corps des émotions, du mélodrama. Mhm. En France, c'est ce que j'ai pu remarquer un peu, on appelle plus l'argumentation. Mhm. C'est plus, on va dire, dans la réflexion, dans la tête plus cérébrale. Mhm, ouais, Et oui. d'accord. Et en Amérique latine, on va jouer plus avec la corde de l'émotion. Mhm. Tu vois, comme un discours de gauche, quoi. C'est un bon résumé. D'accord, ok, super, très bien, très bien. On en a commencé aussi à en parler tout à l'heure, mais du coup, voilà, j'ai envie que tu nous racontes euh, et que tu nous présentes ton cours de théâtre qui s'appelle le Latino-America Théâtre. Dis-nous en plus. En quoi ça consiste? Comment tu as créé ça? Qu'est-ce qui t'a fait envie de créer
ce cours de théâtre, etc. Dis-nous en Oh. Oh, ça c'est une autre histoire d'amour, bien différent au SOT. Et oui, justement, sur mon Instagram, ma description est Mother of Latinoamérica Teatro. Je me sens vraiment la maman de ce projet. Je l'ai vu grandir dans mes bras. Ah, c'est beau. C'est bon, c'est bon. C'est ton bébé, quoi. C'est mon bébé, c'est Ouais. mon petit bébé d'amour. Ça venait un peu de tout ce qu'on a parlé, de cette besoin de reprendre ma culture, mes racines, tout ce que j'avais en moi. Je cherchais à faire le théâtre en espagnol, j'ai cherché deux gens qui faisaient le théâtre à Paris en espagnol. Je n'ai pas trouvé, il y a 300. Okay. Maintenant, je connais 2 personnes peut-être qui font le théâtre en espagnol, mais à l'époque, vraiment, il n'y avait rien que j'ai trouvé. Et du coup, je me suis dit, mais Grecia, en fait, ça fait 17 ans que j'ai fait le théâtre. En fait, tu peux commencer ton groupe, tu peux apprendre dans le champ à faire le théâtre. Tu n'as pas besoin de chercher. Et en plus, ça allait être mon 27 anniversaire. Je me suis dit, avant 7. Tu meurs. Oh, tu fais quelque chose de ta vie. Ok. Comme j'étais pas mort et j'allais avoir 27 ans. La malédiction des 27. Bah oui, oui, on en connaît quelques-uns. C'était ça ma malédiction. Je me dis, il faut que quelque chose change dans ta vie. Putain, j'en ai marre d'être une élève parce que voilà, on m'apprend les mêmes choses tout le temps. Je suis déjà en comédienne, je suis déjà appris, c'est comment être censé. Il a pas... et en plus, mon copain m'a dit, à Grecia, mon copain à l'époque, il faut faire plus d'argent, tu vois, tu gagnes pas assez, tu fais que payer tes cours de théâtre, à un certain moment, il faut que tu te débrouilles. Et du coup, il m'a piqué, tu vois, comme ça. En plus aussi, les profs de théâtre, ils me disaient, Grecia, tu veux faire quoi? Tu veux faire des études en théâtre? Les cours Florent, Mais j'ai dit, mais moi, j'ai fait déjà une licence. Oui, mais c'est ça. Tu vas pas me dire de faire encore des études. Ouais, c'est ça. Ouais, bah oui. Du coup, il avait ces 2 gens qui me piquaient comme ça, tu vois, les je vois. des côtés. Je dis, vas-y. J'ai copié les structures que mon prof de théâtre il avait. C'était fait 3 soirs par semaine. Il faisait des cours différents de théâtre. Du coup, j'ai dit à mon copain à l'époque, je vais faire ça, je vais donner des cours de théâtre en espagnol. Mon copain à l'époque, il aimait pas du tout le théâtre. Il m'a dit, déjà, il n'y a personne qui s'intéresse au théâtre. Beaucoup moins au théâtre en espagnol, Lucien. C'est quoi? Et je dis, mais oui, tu vas voir, il a une communauté latine que je venais de découvrir. Au début, je ne savais pas qu'il avait une communauté latine. Il y a une grande communauté latine à Paris, oui. C'est très impressionnant, ouais, bien sûr. Mais j'ai passé 300 dans la solitude. Ah ouais, donc, il l'a découvert tard. Ah ouais. Mais bon, j'ai découvert des petits groupes Facebook comme ça. Et du coup, je me suis dit, vas-y. J'ai cherché location des salles au Google. J'ai trouvé une salle. J'ai fait un rendez-vous, j'ai contacté 2-3 gens, j'ai fait un rendez-vous, j'ai contacté la salle, et je leur ai dit, vous avez la disponibilité, 3 soirs par semaine. Ils m'ont dit oui. J'ai signé un contrat. D'accord. Et ce jour même, j'ai fait mon petite affiche. Des cours de théâtre en espagnol, jeu d'acteur, actuation, acting, comment on dit, expression vocale, expression vocale, improvisation. D'accord. Et voilà. J'étais déjà engagée avec la salle, j'avais aucun élève. Tu peux rappeler où c'est? Dans quel arrondissement Paris? Maintenant, on est Paris 18. D'accord. À la station Guy Moquet, la ligne 13. Ok, je vois. Maintenant, on est là. Avant, on était vers Nation. D'accord, ok. Ça
Ça a migré là-bas, d'accord. Ça a migré, exactement. C'est notre spécialité. Ben oui, c'est très bien. La migration. Il faut. Voilà. Du coup, j'étais déjà engagée avec la salle. Du coup, il fallait faire que ça marche. Ben, bien sûr. J'ai fait les plagiats, je les poste sur tous les groupes Facebook que j'ai trouvés. Non, pardon. D'abord, je les imprime, il y a l'école partout. Ouais. Et la personne qui m'appelle pendant 2-3 jours, j'ai publié. Maintenant, j'ai publié sur tous les groupes Facebook. Et Mexicain à Paris, Péruvien à Paris, Argentin à Paris, Sortir à Paris, Impro à Paris, les théâtres à Paris. Et ces jours que j'ai commencé à publier, ce même jour, il y a une fille qui m'écrit, une Mexicaine, évidemment des groupes de Mexicains à Paris. Je suis intéressée et je voudrais m'inscrire. Et je lui dis, ah ouais, c'est 20 € l'inscription. J'ai passé ouais. À l'instant, elle m'envoie les 20 €. Ok, d'accord. J'ai dit, c'est lancé. Ça y est, quoi. Ça y est, on y est. Et la fille, elle a couramment, il a vu qu'un flyer, il n'y avait pas un site internet, il n'y avait rien du tout. Juste ça. Juste un flyer. Il sait qu'il allait donner des cours. Ça a lancé le truc. Ça a lancé le truc. Après, il a eu plein de gens qui m'ont écrit. Génial. Heureusement. Dans un mois, j'avais 30 personnes inscrites à mes cours. Waouh! En un mois? En un mois. En août, j'ai commencé. En septembre, on était déjà 10 personnes par groupe, 3 groupes. Waouh! Et du coup, 30 personnes. Génial. Génial. Il avait l'intérêt et il avait un besoin de parler espagnol. Ben oui. Il y avait les gens de. Je viens d'arriver en France, je ne parle pas français, je cherche des milieux qui parlent espagnol. Ou l'autre extrême, les gens qui me disaient moi, je fais mon travail et toute ma vie en français, j'ai besoin d'oublier les français. Du coup, il avait les deux extrêmes. C'est génial. Et oui, je me suis rendu compte que. Tu as créé un besoin. En fait, tu sens que les besoins, il était déjà là, mais il n'y avait personne qui répondait à ça. C'est ça. Tu as pu répondre à un besoin qui était existant, mais que personne n'avait vraiment concrétisé, quoi. C'est super. Et du coup, donc tu disais tout ça, donc c'est les lundis, les mardis, les mercredis, c'est ça? Maintenant, on est lundi, mercredi et jeudi. Lundi, là on est mardi, je ne suis pas là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Exactement. D'accord, ok. Oui. Et du coup, tu as 30 élèves actuellement, ou plus? À peu près, non, un peu moins, parce que c'est vrai que des fois, les gens, on ne peut pas continuer. Ouais, c'est jamais évident. Mais oui, on a 3 groupes d'à peu près 7-8 personnes. D'accord. Du coup, ça va. Et du coup, tu as des représentations en fin d'année? Comment ça se passe? Oui, en juin. On se prépare toute l'année. Mon objectif, ça s'appelle Latino America Théâtre. Ça veut dire qu'on fait des textes qui sont des dramaturges qui viennent de l'Amérique latine. D'accord, ok. C'est des histoires qu'on connaît, qui parlent des migrations, des contextes latinos. C'est vraiment amener cette culture ici, de conquérir un peu Paris, bien sûr. de s'approprier cette ville. Et au début, je sentis que je le faisais pour l'amour au théâtre, mais à la fin, c'est devenu un projet humanitaire, on va dire, parce que vraiment, les gens, ça leur touche beaucoup de se retrouver entre des gens des latinos qui se comprennent, qu'on a beaucoup de ressemblances. Et on s'entraide beaucoup, ils trouvent un groupe d'amis. C'est pas facile de se faire des amis quand on est migrant. Bien sûr. Qu'on n'a pas une famille, qu'on n'a pas d'amis d'école, de toute l'enfance, je sais pas quoi. Oui. Il y a des gens, ça m'arrive, qui arrivent en pleurant, en mode c'était ça que je cherchais, ça fait des années. Ça doit être fort comme émotion. C'est génial de pouvoir aider ces gens-là. Je ne sais même pas si tu en es consciente de tout ce que tu peux leur apporter, peut-être. Parce que toi, tu le fais parce que tu avais ce besoin de pouvoir revenir à tes racines. Et en même temps, tu réponds à un besoin pour beaucoup de monde. Tu vois. Et je te souhaite qu'il y ait encore plus d'inscriptions et que peut-être qu'avec ce podcast, peut-être que ça te fera de la pub et j'espère pour toi. Et en tout cas, moi, j'en parlerai autour de moi, moi qui connais un petit peu la culture latino-américaine à Paris depuis quelques années maintenant.
Du coup, je vais pouvoir en parler. Je me dis, mais tu cherches des cours de théâtre en espagnol, mais voilà, je t'emmène. Voilà. Merci. Mais oui, mais tellement, tellement. Trop bien, Ouais. trop bien, trop bien. Et oui, des fois, quand je me dis, est-ce qu'il arrête ce projet et je vois mes élèves quand ils sont Non, hyper il contents. faut tellement continuer. Bah oui, Il je faut veux rien pas. lâcher, c'est ce que tu dis. Ouais, Mais exactement. bien sûr, Je veux pas, je veux pas. tu as bien raison. Il me remercie à chaque fois, Ouais. que ce soit par le théâtre ou pour la communauté qu'on crée autour de cours de théâtre. C'est génial. Et il y a des gens qui me disent, oui, ça fait toute ma vie que j'ai souhaité faire du théâtre. Ah, Mais c'est que maintenant que j'ai une stabilité économique, peut-être que oui. je peux le faire. Bien sûr. Ou simplement, je n'ai pas d'amis. J'ai des primes tous les week-ends et venir ici, ça m'a aidé à trouver d'autres personnes avec lesquelles je sors maintenant. Ouais. Du coup, ça, c'est vraiment varié, mais oui, je sens que j'ai créé un tissu social qui avait un besoin d'être là. C'est très beau, et bravo. Bon, c'est une belle initiative en tout cas. Merci. On arrive bientôt à la fin du podcast. J'aimerais juste, voilà, est-ce que tu as une actu, à part effectivement le Latino America Théâtre, est-ce que dans quoi on peut te retrouver en ce moment? Est-ce que tu as une actu théâtre ou pas? Voilà, dis-moi. Déjà sur Instagram, Latino America Théâtre en français. D'accord. Et oui, on a déjà programmé des dates en juin. Génial. On commence les 3 juin. Ouais. Ça va être mes élèves les cours d'improvisation, mes élèves des cours de mercredi, c'est les gens amateurs qui vont faire une pièce quand même. Et les groupes de jeudi, qui ont fait une pièce de biodrama, on appelle comme ça en espagnol. Ça veut dire une pièce qui parle de notre biographie. D'accord. Et la pièce tourne autour de comment c'était notre processus de migration à Paris. D'accord. Du coup, on l'appellera les migrants de Paris ou migrés à Paris. On cherche ça. Mais c'est un projet qui me tient à cœur. Super. Parce que cette magie que j'ai trouvée dans ces cours de théâtre aussi, c'était comment il y avait des gens avec des histoires tellement différentes. Et ça me surprenait à chaque fois. Bien sûr. Et les gens qui viennent pour faire des études, et après il a une chose qu'il voulait vers sa vie, il reste à Paris. Les gens qui viennent pour l'amour, les gens qui viennent parce que c'était des passages, les gens... C'est ça qui m'a impressionné, mais comment les gens peuvent avoir des vies si folles? Vivre à Paris, tout simplement. Et du coup, c'est ça. Super. America Théâtre, et on va vous inviter, bien sûr, oui, avec plaisir. La dernière question, est-ce que tu as des projets artistiques à venir en dehors du Latino America Théâtre? Est-ce que toi, en tant que comédienne, par exemple, est-ce que tu as d'autres projets ou est-ce que tu as envie d'autres choses encore à venir? Voilà, écrire une pièce, pourquoi pas de l'écriture, je sais pas, ou n'importe quoi. Je sens que c'était celui-là mon projet depuis longtemps. Écrire, me lancer à l'écriture. Je le réalise maintenant avec la pièce on parle des migrants de Paris. D'accord, donc c'est toi qui l'écris. C'est nous qui l'écrivons. Tu coécris avec tes élèves, du coup. Exactement, chacun écrit un peu son histoire. Ah, génial. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Ouais. Après, dans les personnels, je souhaite aller maintenant vers plus peut-être un monologue ou jouer une pièce, mais des côtés comédienne. Parce que là, ça fait 2 ans que je ne suis pas montée sur scène. Bah oui, ça te manque. Bah oui. Et je me sens impressionnée derrière dans la cabine des lumières comme ça. Laissez-moi jouer. Du coup, cette année, c'était ma revanche, on dirait bien. Et là, c'est... Non, je fasse quelque chose, je veux être sur scène. Donc, tu as des projets en tant que comédienne ou... Non, pas seulement. Ou ensuite, tu vas réfléchir à des projets, donc du coup, pour être sur scène. Pour 2025, 2026 Et oui, peut-être en été, j'aurai un peu de temps libre, parce que voilà, les cours finissent. Et oui,
je vais être sur scène. Ça me manque tellement. Ça fait les 12 années les plus longues de ma vie. Est-ce que, une question qui me vient comme ça, mais parce que j'ai déjà posé ce genre de questions dans des épisodes précédents, mais est-ce qu'il y a un rôle que tu aimerais bien interpréter, si on t'en donnait les moyens? Mon personnage préféré dans le théâtre, c'est Lady Macbeth. Ah, intéressant. Ah, génial. Mais ce que j'aime bien, c'est pas jouer les textes tels qu'ils sont, j'aime bien les adaptations. Ah. Au monde moderne, le Ah, chaos bien, actuel. Du coup, j'aimerais bien jouer une Lady Macbeth 2025. Waouh. Un Ah peu ouais. avec de l'intelligence artificielle ou je sais pas quoi. Ah ouais. Le théâtre 2.0 quoi. Oui, mais j'aime bien ça quand on fait parler les textes qui sont des grands textes, mais avec notre contexte. Ah, très intéressant. Du coup, ça c'est mon Lady Macbeth 2025. Trop bien. Trop bien, trop bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Brescav. C'était très intéressant. J'étais très, très, très content de te recevoir pour cet épisode. Voilà, en tout cas, je sens un amour du théâtre et beaucoup de positivisme. Ça fait tellement plaisir d'avoir quelqu'un qui est aussi souriante et qui aime ce métier. Ça se ressent énormément. En tout cas, je vais suivre de très près du coup tes projets et je serais ravi d'aller voir du coup les représentations de tes élèves, mais aussi j'ai hâte de te voir sur scène parce que vraiment je pense que ça doit être quelque chose à voir. Donc voilà. Merci encore et je te dis à très très bientôt. Et merci encore en tout cas d'être venu jusqu'à moi pour cet épisode. Oh, j'étais remercie à toi énormément aussi, Cédric. C'est gentil. Ça fait chaud au corps qu'on reconnaisse un peu les trajets, tous les mérites qu'il y a de faire ces métiers. C'est vrai qu'on n'est pas tout le temps reconnu, alors je te félicite pour ce merveilleux projet. C'est gentil. J'ai cru que tu étais dans son bel voie et que j'espère que ça t'inspirera pour le futur. Oh oui. Et voilà, dans tout cas, je suis hyper émue d'être là. Merci beaucoup. C'est très gentil. Ce que tu fais. C'est très gentil. Merci beaucoup, Gracia. À très bientôt. À très bientôt. Très, très bientôt. Oh. Et on coupe là.